Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Salut, Isabelle. Alexandre. Un plaisir de t'avoir avec moi pour ce segment aujourd'hui. Beaucoup de nouvelles encore une fois. Là, c'est une semaine qui est vraiment un feu roulant dans l'actualité et un dossier qui datait déjà quand même, mais qui revient là, vraiment hanter l'actualité. Puis l'actualité sportive également. Ouais. Il y a du nouveau dans cette histoire du viol collectif survenu en 2018. C'est une grosse nouvelle. Ouais, exactement. Je rappelle un tout petit peu les faits. Là, c'est un véritable scandale qui était tombé sur l'équipe Canada Hockey Junior après qu'on ait appris là, dans les années qui ont suivi là, une enquête qui a été déclenchée, oui, en mai 2022. Mais c'est à peu près dans ces eaux-là qu'on a commencé à savoir un peu plus cette histoire d'une jeune femme qui avait été compensée là, par de l'argent donné hors cours par Hockey Canada à l'époque, là, ce qu'on peut appeler en anglais là, du hush money, donc pour faire taire hors cours une victime d'une agression sexuelle multiple. On parle d'un véritable viol collectif qui aurait été orchestré par des joueurs d'équipe Canada Hockey Junior en 2018 à London, en Ontario. Et là, depuis ce temps-là, on avait appris plusieurs choses. Que l'équipe Canada, puis Hockey Canada, règle générale, avait deux fonds, là, pas un, mais deux fonds différents dans lesquels on versait de l'argent destiné à faire taire les victimes d'agressions sexuelles commises par ces équipes au lieu d'être capable d'aller les traiter à la source ou de faire de la prévention. Et ça avait éclaboussé, fait démissionner l'entièreté de l'état-major, évidemment, après plusieurs pressions et plusieurs commanditaires qui avaient débarqué au sein d'Hockey Canada. Et aujourd'hui, la grande nouvelle, c'est que la police de London, en Ontario, a averti 5 joueurs, anciens joueurs d'équipe Canada Junior, de se rendre jusqu'à London dans les prochains jours. Ils ont un délai pour aller se soumettre à la police, pour être arrêtés, mis en état d'arrestation pour des accusations d'agression sexuelle, justement. Mais ces gars-là, depuis donc 4 ans? Combien d'années? Là, c'était 2018, ça fait quand même 6 ans de ça. Oui, voilà, c'est presque 6 ans. Ils sont où maintenant? Presque tous dans la Ligue de hockey nationale, vraiment, la Ligue nationale de hockey, la LNH. C'est, on se comprend, là, quand on est dans l'équipe Canada Junior, règle générale, c'est qu'on est un joueur qui est destiné à jouer dans la Grande Ligue. Puis c'est quelque chose qui se savait déjà. Là. Depuis que le scandale est sorti, à peu près tous les journalistes et journalistes sportifs se sont penchés sur la question, Isabelle. Ils se sont dit, OK, c'est qui les gens de l'équipe 2018? Là? C'est facile à les trouver en 2 clics, vous pouvez voir ça. C'est beaucoup de joueurs. Puis c'était des joueurs, là, certains, des énormes profils, là, des méga vedettes de la Ligue nationale. Il y avait déjà des anciens joueurs de l'équipe Canada Junior qui s'étaient déjà d'office disculpés tout ça en disant « j'ai rien à voir avec tout ça ». Mais le suspense planait. Et là, on n'a pas nommé officiellement le nom de ces 5 joueurs qui sont visés par cette enquête-là. Mais Sauf que... Puis là, évidemment, je dis ça avec énormément de prudence. Là. Je veux pas accuser qui que ce soit là, de manière inutile, mais depuis dimanche, il s'avère qu'exactement 5 joueurs de la Ligue nationale de hockey ont dû être suspendus de leur fonction ou quitter l'entourage de l'équipe. Ils ont presque tous émis, tous les équipes émis un communiqué à peu près similaire en disant que les joueurs ont demandé et obtenu un congé pour une durée indéterminée de l'équipe pour des raisons personnelles et les équipes de la LNH, bien sûr, refusent de répondre à toutes les questions. Et dans cet espace-là, 24 heures... C'est un scandale, c'est une énorme... Ouais, puis c'est pas nécessairement des petits joueurs non plus, là, la Ligue nationale, qui sont visés, à commencer par Carter Hart, qui est le gardien des Flyers de Philadelphie, qui avait déjà annoncé qu'il devait se retirer de l'entourage de l'équipe. On avait dit à ce moment-là pour des raisons personnelles. Il y a Michael McLeod et Cal Foote des Devils du New Jersey également. Il y a Alex Formenton, lui, était dans la Ligue nationale suisse à ce moment-ci, qui a émis à peu près le même communiqué. Ce qui est spécial, par contre, c'est que dimanche, les Flames de Calgary, là, donc l'équipe de Calgary, ont émis aussi un communiqué, mais dans celui-là, c'est à peu près similaire, mais parlait du joueur Dylan Dubé qui prenait un congé pour une durée indéterminée pour des enjeux liés à sa santé mentale. C'est ce qui a été évoqué. Et là, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'yeux qui vont être tournés vers tout ça parce qu'on risque d'avoir des réponses officielles dès lundi, le 5 février. Dans la dernière heure, c'est tombé. La police de London a annoncé qu'ils vont faire une conférence de presse pour annoncer officiellement les accusations qui sont portées, contre qui, pour quel motif. Donc, on va avoir plus d'explications rendues à ce moment-là. Mais on se comprend, là. Si Dylan Dubé, puis l'entourage, là, l'équipe des Flames de Calgary, cet homme-là est accusé d'agression sexuelle, puis ils ont mis ça dans leur communiqué sur santé mentale. On s'entend que ça va être un autre scandale qui va tomber sur une équipe de la Ligue nationale. Bien évidemment, on peut rien affirmer. Juste pour être clair, ces noms-là n'ont pas été confirmés par qui que ce soit. Rien de confirmé. C'est une déduction parce que ces 5 noms-là
sont ceux qui ont été mis sur le banc, disons. Ben, ça fait C'est depuis ça. dimanche, Donc, ça fait quelques jours seulement, depuis quelques jours, exactement 5 joueurs de Ligue de hockey professionnelle qui ont tous déjà joué pour Équipe Hockey Canada Junior en 2018, qui prennent soudainement, pour aucune raison, des congés de leur équipe. On est capable de faire 1 + 1 égale 2 là-dedans, bien évidemment, avec toute réserve. Donc, c'est un dossier Mais c'est un dossier gigantesque important aussi, surtout dans la foulée de MeToo, dans la foulée de... Tu sais, on parle des violences sexuelles, d'agressions sexuelles dans le sport. C'est un fléau. On voit tous ces entraîneurs, là, c'est tout le temps encore dans l'actualité, qui ne semblent pas être capables de se contrôler. Je veux dire, ça brise des gens et c'est profondément criminel. Donc, oui, ça l'est. Puis honnêtement, la Ligue nationale de hockey, dans les dernières années, s'est fait beaucoup pointer du doigt. On a une gestion qui est hasardeuse, je vais le dire comme ça, là, de plusieurs enjeux sociaux. Il y a l'équipe des Blackhawks de Chicago, pour ne pas la nommer, qui ont eu à gérer aussi là, des scandales d'allégations d'inconduite sexuelle dans les dernières années qui avaient été cachés. Là. C'est ce qu'on a découvert. Ça avait été poussé sous le tapis. Bref, il y a vraiment un examen de conscience à faire. Puis je rappelle que toutes les équipes de hockey concernées aujourd'hui, à part le directeur général des Flyers de Philadelphie, le Daniel Brière, un Québécois, qui a fait une conférence de presse en disant essentiellement qu'il ne pouvait rien dire. Puis ça a été ça. Puis les autres équipes ont tous référé à la Ligue pour des commentaires. La Ligue s'est abstenue de commentaires au complet. Fait que ce sera à voir un peu comment va être géré le reste de cette crise-là. Je rappelle, 5 février prochain, la conférence de presse de la police de London. Tout savoir en 24 minutes. Si on se tourne sur la politique québécoise, depuis un mois, on ne voyait pas le premier ministre François Legault. On n'avait pas repris les travaux parlementaires. Mais là, voilà, qui est revenu face aux caméras à Sherbrooke, alors qu'il donnait le coup d'envoi aujourd'hui de son caucus précessionnel. Est-ce qu'il a dit s'il avait reçu une boussole en cadeau? Il l'a pas dit, puis il n'a pas vraiment parlé aux journalistes. Là. Fait certaines déclarations qui sont devenues publiques, mais pour la plupart des députés de la Coalition Avenir Québec, on était dirigés dans la salle, puis on ressortait sans vraiment répondre aux questions des journalistes. Là. Lui qui a mentionné... Le mot d'ordre, c'était discipline. Discipline. Quel mot d'ordre, quand même, qui règne dans le caucus au grand complet, ce qu'elle laissait entendre, surtout que pour plusieurs députés d'arrière-ban, les derniers mois, voire les dernières années, ça a été parfois chambranlant, disons, là, dans cette espèce de solidarité, camaraderie qui doit unir habituellement un caucus politique. Il y a des gens qui ont exprimé beaucoup de grogne, il y a des collègues qui ont lavé leur linge sale, comme on dit. Sur le troisième lien, entre autres, il y en a qui sont pas gênés pour dire, là, ça fait pas notre affaire. Puis tu sais, quand t'es citoyen, t'appelles, t'aimes pas ça non plus? Le troisième lien, le volte-face sur le troisième lien, c'est un des dossiers, justement, qui a été qualifié Une des distractions? De distraction, voilà, par le premier ministre François Legault. Lui, ce qu'il appelle les distractions, ça, puis le fameux dossier des Kings de Los Angeles. Ça aussi, là, on avait des membres de la CAQ qui ont ouvertement parlé contre ce projet-là. C'est vraiment là, des controverses qui ont fait mal, on le sait maintenant, grâce au sondage, au gouvernement Legault. Lui qui veut rebondir donc en 2024, a parlé de ses 5 priorités qui sont les mêmes, dit-il, qu'à l'élection: éducation, santé, économie, environnement et la protection de l'identité québécoise. Donc, il promet de revenir le plus fort pour cette session-ci. Puis il va y avoir du pain sur la planche quand même, Isabelle. Surtout avec cette semaine, on a parlé beaucoup là, du dossier de l'électricité puis d'Hydro-Québec qui pourrait devoir privatiser une partie. Et les négociations avec le Front commun, on ne peut pas dire que c'est un succès, là, bien au contraire. Les travailleurs, travailleuses de l'éducation ont eu des augmentations salariales, on leur a consenti, mais en ce qui concerne les moyens sur le terrain dans les classes, ça change quoi? Oui. Est-ce qu'ils ont plus de moyens? Non. La FIC, c'est pas réglé. D'ailleurs, François Legault, je pense que c'est légèrement... Il allait là, puis finalement, il s'est comme ramené lui-même. Oui, ce qu'il devrait peut-être faire plus souvent, oui, dirait. Il s'est comme autodiscipliné, tu vois. Oui, tu vois, discipline, c'est ce qu'il dit. Puis je suis content quand même que tu parles aussi de ces négociations, là, des conventions avec les profs, entre autres, parce que ce soir, il y a des votes charnières qui vont avoir lieu là, qui dans vont finir encore à 2 h du matin. Qui vont sûrement finir encore à 2 h du matin. Hey, une assemblée générale, comment Isabelle? veux-tu que ça donne des 58 56 de vote. Écoute, les gens... Et de taux de participation. Oui, c'est ça. C'est ça, finalement. Oui, il y a beaucoup de gens qui se disent tout ça pour ça, parce que, comme tu l'expliquais si bien, là, c'est sur 2 points que ça chope en ce moment. Là, pour tout ce qui est question des salaires, ça a l'air, somme toute, d'être quelque chose qui plaît aux gens de la profession enseignante. Par contre, pour tout ce qui est des conditions de travail, la gestion des classes, la composition des classes elles-mêmes, c'est encore là-dessus que ça achoppe. Donc ça aussi, ça sera à suivre ce soir. Puis ça pourrait changer aussi l'humeur du premier ministre François Legault qui est à Sherbrooke, donc pour faire le point avec ses députés. Actualité.
Je reste en politique québécoise alors qu'on a eu des nouvelles de Denis Coderre, lui qui est désormais un des candidats pressentis à la chefferie du Parti libéral du Québec. Il est comme tout seul, là. C'est ça. C'est ça, j'allais dire. Il est tout seul. Il y a lui puis la chaise, qui sont un à côté de l'autre sur la ligne de départ, ou du moins presque sur la ligne de départ. Alors que Denis Coderre annonçait aujourd'hui qu'il veut faire une tournée du Québec, aller faire une tournée des régions. Là, ce qu'on fait habituellement quand on est peut-être beaucoup plus proche encore que d'embarquer au pouvoir, lui qui n'est pas au caucus précessionnel du Parti libéral qui se tient en ce moment, comme un peu tous les autres. Mais tu trouves pas que c'est une bonne stratégie? Que de dire, je vais aller en tournée régionale, puis aller au-devant des gens. Pendant que les autres sont cachés dans un centre de conférence. Moi, je m'en vais sur le terrain rencontrer les électeurs. Exactement. Puis Denis Coderre, il est très populaire. Il est encore très... Moi, je l'ai vu récemment dans une soirée caritative et sincèrement, les gens vont le voir, sont contents de le voir. On se souvient qu'il y a quand même eu un incident de santé, il y a eu un AVC et tout. Puis c'est quelqu'un, je pense, qui a fait un travail sur lui-même aussi. Moi, je pense que c'est intéressant, mais bon. Mais c'est pas tout le monde qui partage ton avis, ou du moins qui l'a partagé dans les derniers temps. Du moins, c'est ce qu'on peut lire entre les lignes, parce qu'il a semblé, M. Coderre, vraiment piquer au vif par les commentaires ou les réactions de la députée Marois Risky, députée libérale, bien évidemment. Lui qui était sur les ondes d'une radio communautaire, c'est KVL, où il va souvent chroniquer. Il a dit qu'il faudrait qu'on rie un peu moins de son bilan comme maire de Montréal, a parlé d'avoir contribué à la Renaissance, puis c'était vraiment envers Marois Risky que la pique était dirigée. Elle qui, lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait du bilan de M. Coderre comme maire, qu'elle s'est mise à rire, là, vraiment une espèce de fou rire de hilar, vraiment. Et là, elle s'est rectifiée, elle aussi, elle a dit, monsieur est capable de prendre la critique. Ça s'est piqué un tout petit peu aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qu'on retient. Fait que tu vois que c'est intéressant. Ça va être intéressant, surtout que ça va prendre des gens sur la ligne de départ pour le Parti libéral du Québec. Il faut brasser ça. Là. Ça prend du monde qui vienne brasser cette cage-là, parce que sinon, ils vont être comme ça dans 10 ans encore. Il faut qu'il y ait un électrochoc au Parti libéral. Ça prend, puis c'est quelque chose qu'on remarque souvent en politique, là, du moins ces temps-ci, j'ai l'impression. Ça prend une opposition concrète, solide. Là. Il y a beaucoup à défaut d'un leader visionnaire, là, ou de quelqu'un qui a un véritable projet ou qui est capable d'embarquer du monde derrière lui. Là. Mais tu sais, des partis à terre, ça se relève. Là. Il y a le PQ dernièrement qui le montre très bien. Oui, donc, absolument. Puis dans les candidats spéciaux, mystères ou surprenants, pas plus tard qu'hier, c'était François Lambert qui parlait de la mairie de Montréal aussi. Hein? Donc on peut en voir comme ça des candidats qui sortent peut-être... Là, on s'entend, M. Coderre sort peut-être pas de nulle part, lui qui a fait de la politique au fédéral également. Non, mais tu sais, t'en rajoutes quelques-uns, puis tu fais un show de TV, de télé-réalité, là. Tu les envoies dans le jungle quelque part, là, puis ça marcherait. Là. Moi, j'écoute ça. Là, ça pognerait. Tout savoir en 24 minutes. La commission sur l'ingérence étrangère qui est mise en place au fédéral pour enquêter sur les ingérences possibles aux dernières élections fédérales de 2019 et 2021. Jusqu'ici, avait la Chine et la Russie dans sa ligne de mire. Mais à partir d'aujourd'hui, veulent ajouter l'Inde aussi à cette liste de pays qui pourraient potentiellement s'être mêlés de nos élections ici. Et là, ils font pas référence à aucun événement, à aucun politicien particulier en Inde, mais ils veulent quand même amener tout ça parce qu'il y a différents médias depuis quelques mois qui ont commencé à rapporter, entre autres, The Bureau qui parlait d'agents du gouvernement indien qui se seraient immiscés dans la course à la direction du Parti conservateur, même en 2022. Donc, c'est des enjeux qui devront être scrutés à la loupe, surtout qu'en ce moment, les tensions avec l'Inde sont assez palpable, merci, sur l'échiquier politique du Canada. Là, je rappelle qu'on a fait les manchettes l'an dernier. Le premier ministre Justin Trudeau qui s'était levé en chambre avec fracas en disant que c'est des agents indiens qui avaient organisé le meurtre d'un militant sikh en juin dernier sur le territoire canadien. Là. En gros, un assassinat extrajudiciaire commis par une puissance étrangère. Ce qui avait été nié en bloc par l'Inde, crise diplomatique importante, des visas qui ont été stoppés là, pendant une longue période, des diplomates ramenés. Des diplomates, Exactement. Donc, situation qui est tendue avec l'Inde, c'est peut-être pas ce qui va l'améliorer en ce moment, mais en même temps, une commission d'enquête sur l'ingérence, ça sert à ça, là, d'aller fouiller dans ces dossiers. Puis l'Inde n'est pas tout seul, il y en a plein d'autres. On va surtout parler de la Chine. Oui, on va surtout parler de la Chine dans tout ça. Donc ça aussi, ce sera un dossier à suivre sur la scène fédérale. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
Quelques dossiers judiciaires qui continuent de faire la manchette en ce moment au Québec, bien évidemment. Celui dont on parle depuis le début de la semaine, c'est Jonathan Betté, celui qui est toujours le principal suspect dans le meurtre et l'agression de Cédrica Provencher, jeune fille de 9 ans qui avait été enlevée, je le rappelle, là, en 2007 à Trois-Rivières. Ses ossements avaient été finis par être découverts, eux, en 2015. Toujours personne n'a été accusé dans ce dossier-là, mais la Sûreté du Québec n'en démarre pas, là. Même aujourd'hui, c'est encore M. Betté qui est le principal suspect, même s'ils sont incapables là, de l'accuser formellement. Et depuis ce temps-là, on avait ciblé M. Betté avec une opération policière massive. On l'avait accusé de possession de pornographie juvénile. Mais il a fini par être acquitté parce que la preuve a été recueillie de manière abusive, selon le tribunal. Et là, M. Betté, il intente une poursuite au civil de 10 millions de dollars contre l'État et contre la police. Mais en ce moment, aujourd'hui, ce qui retenait beaucoup l'attention, c'est que le père et le grand-père de Cédrica Provencher ont fait une apparition surprise ce matin à la cour, sont venus assister aux audiences. Déjà que le clan Betté, la famille de Jonathan Betté, est avec lui, font partie même intégrante de la poursuite. De voir qu'il y avait la famille, là, donc M. Martin Provencher et Henri Provencher, qui sont débarqués comme ça. Mais ça a causé un peu de commotion là, ce matin au Palais de justice de Montréal. On a dû déployer quand même des constables spéciaux dans les corridors de manière préventive, même si, avec les heures des séances, t'es pas censé se croiser dans les corridors. Mais c'est quand même quelque chose là, qu'après autant d'années, on recommence à redéterrer des histoires autour de Jonathan Betté. Puis il y a même, on parle de l'ancien, le DG de la Sûreté du Québec, qui va bientôt être interrogé et donc contre-interrogé dans tout ça. Donc, vraie grosse affaire judiciaire. Là, je disais que son avocat, Betté, dit qu'il y aurait de l'ADN qui disculperait son client. Qui aurait été retrouvé, supposément, avec les ossements de Cédrica Provencher. Là, après ça, c'est beaucoup... ça sera à voir, ça sera à être présenté en preuve là, au procès. Ce serait tout un revirement de situation, surtout qu'il n'y a pas quoi que ce soit, là, à ma connaissance, qui a été ébruité dans ce sens-là. Je suis très étonné qu'il puisse s'avancer à dire ça. Ça sous-entendrait qu'il aurait mis la main là-dessus, il y aurait eu des fuites. Tu sais comment ça marche, comment l'avocat peut être au courant de ce genre de choses si les policiers... ou sinon, ça sous-entend que les policiers cacheraient des informations. Ça fait très complot. Toi qui aimes ça, là? J'adore les théories du complot, effectivement, mais il y a vraiment quelque chose autour de cette histoire-là là, qui continue, je pense, d'horrifier, de fasciner les gens un peu partout au Québec là, autour du décès de Cédrica Provencher. Déjà en 2000, ça avait vraiment là, secoué... pas en 2000, en 2007, pardonnez-moi, ça avait vraiment secoué un peu tout le monde. Et l'autre procès qui est suivi, encore une fois, une affaire de longue haleine, c'est le meurtre de Guylaine Potvin, celui qui est accusé dans ce dossier-là, Marc-André Grenon, 24 ans plus tard, est toujours là devant le tribunal. Et aujourd'hui, on faisait le contre-interrogatoire de la pathologiste qui s'est intéressée à ce dossier-là. Puis ce qui est un peu étrange, là. Puis peut-être pas étrange après 24 ans, mais la docteure Caroline Tanguay, c'était elle qui a procédé là, donc, à l'analyse de la preuve de l'autopsie qui a été réalisée là, le 28 avril 2000. Ça fait déjà un bon moment. Le problème, c'est que même si elle témoignait aujourd'hui, c'est pas elle qui a procédé à l'autopsie à l'époque. Là. C'était Claude Potel, un autre pathologiste, qui a examiné le corps et c'est vraiment là-dessus là, que la défense s'est concentrée aujourd'hui. Là. De contre-attaquer en disant est-ce que vous avez la crédibilité, toutes les informations pour être capable de juger un cas qui est aussi vieux? Est-ce qu'il y a des risques d'erreur? Bref, ça aussi, le meurtre de Guylaine Potvin, un autre gros dossier dans l'actualité judiciaire québécoise. Tout savoir en 24 minutes. Drôle de dossier aussi qui est ressorti aujourd'hui, qui suit là, des inquiétudes en ce moment du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, mais qui a des ramifications ici jusqu'au Québec. J'explique. L'Alabama veut exécuter bientôt un prisonnier, Kenneth Hughes Smith, le 25 janvier prochain, avec la méthode de suffocation à l'azote. Le problème, suffocation à l'azote, évidemment en privant d'oxygène, on ne met que de l'azote dans un masque dans le visage de quelqu'un, mais ça n'a jamais été employé sur des êtres humains pour tenter de provoquer une exécution. Et on a des inquiétudes comme quoi ce serait un traitement cruel, inhumain, dégradant, voire même de la torture. Alors que cette méthode-là d'azote, c'est fait aux animaux pour les euthanasier, puis on les endort avant pour être certain qu'ils ne souffrent pas. Donc là, on veut le faire bien à sec, à un être humain, et ça cause toutes sortes de, évidemment, d'inquiétudes. Pourquoi on veut changer les méthodes?
Honnêtement, il faudrait vraiment demander à l'Alabama. Là, on se comprend qu'il n'y a plus personne qui utilise la chaise électrique. C'est rendu... Personne n'est fusillé non plus. Normalement, c'est par seringue avec un produit létal. Puis c'est ça qui est ça. Les gens sont endormis. Mais je ne sais pas pourquoi, honnêtement, l'Alabama veut procéder de cette manière-là. Mais là où ça vient toucher le Québec, c'est que là, il y a une pétition qui vise une entreprise québécoise, parce que c'est une entreprise québécoise qui fabrique le masque qui va être utilisé pour exécuter cet homme-là. C'est Allegro Industries, qui est une filiale de l'entreprise québécoise Walter Surface Technologies, qui est propriétaire de tout ça. Et là, il y a une pétition mise en place, et aux États-Unis et ici, pour demander à ce que l'entreprise québécoise décide de retirer leur masque de la procédure d'exécution. Bon, je ne sais pas si on réussirait à trouver un autre masque rapidement du côté de l'Alabama. Ici, ça aurait vraiment un impact précis sur l'exécution. Mais bon, ça restera à voir, mais drôle de voir qu'une exécution en Alabama peut se rendre ici, jusqu'au Québec. Alabama, c'est loin. Ouais, pas vraiment Sweet Home dans ce cas-ci. Non, c'est profond. Économie. Pour la 4e fois consécutive, la Banque du Canada aujourd'hui a décidé de maintenir son taux directeur à 5 % veulent encore... Merci. Merci beaucoup. Ouais. Hein? On devrait-tu leur dire merci? Mon Dieu, qu'ils sont fins. Hein? Je sais pas si t'es sarcastique ou pas. Je suis sarcastique, c'est sûr. T'aurais aimé que ça baisse, toi? Bien, franchement, je trouve que c'est trop monté. C'est beaucoup trop monté. C'est beaucoup de tours de vis qui ont été faits là, déjà depuis un bon moment. Ouais, sur le dos de la classe moyenne, bien évidemment. Puis on parle d'une économie stagnante, selon la Banque du Canada, pour tout le premier trimestre de 2024. On dit qu'à mi-année, peut-être, ça devrait repartir en croissance, mais sinon, ça risque de rester à zéro. Donc, on n'a pas vraiment de nouvelles pour les prochaines mises à jour, outre le fait que ça va être le 6 mars 2024. Est-ce qu'il y aura une baisse? Honnêtement, dans les propos aujourd'hui, on se faisait pas très chaud à cette idée-là. On parlait encore d'une inflation qui est préoccupante. On voulait la garder sous contrôle. Est-ce qu'on va baisser au prochain tour de vis? Je pense que tu l'espères beaucoup, Isabelle. Oui, moi je pense que ça serait la moindre des choses. Mais tu sais, c'est pas moi qui fais la politique du Canada, qui est copiée sur la politique américaine des Donc, mais je pense que, tu sais, il y a des économistes québécois qui disent probablement que d'ici la fin de l'année, de 5, on sera probablement à 3,5. Mais est-ce que, tu sais, quand ça monte vite. Quand ça baisse moins vite. Ouais, puis c'est souvent ça le problème. Puis après ça, ça a tous les impacts qu'on connaît. Là. C'est un effet de domino sur l'économie. Ouais. Surtout que ça prend un certain moment aussi, ces effets-là, à se faire sentir dans l'économie. Ouais. Même si demain matin, on abaissait le taux directeur d'un quart de point, d'un demi-point, ça prendra des mois avant qu'on finisse par voir les impacts. Donc, prochaine date, je le répète, 6 mars 2024. Le Monde. On a eu du nouveau aujourd'hui par rapport aux Boeing 737 MAX 9 qui ont été au cœur de l'actualité très récemment. Évidemment, la compagnie Boeing qui est responsable de ces avions-là parce que, je le rappelle, une porte d'avion s'est détachée en plein vol sur un avion d'Alaska Airlines qui devait se rendre jusqu'en Californie à partir de l'Oregon. En plein vol, la porte s'est décrochée. Heureusement, on n'était pas ni à une assez haute altitude pour que ça fasse comme dans les films puis ça aspire le monde dehors. Il n'y a pas eu de blessés et on a pu revenir à destination. Mais heureusement qu'il n'y avait personne au siège de Hublot. Aussi. Qui était là parce que moi j'ai lu qu'un des passagers le plus près a eu sa chemise déchirée. Oui, c'est quelque chose, puis une chance mais t'imagines? Une chance que tu portes ta ceinture aussi. Oui, c'est épouvantable. Ah, vraiment? Puis... Moi, je regarde quel type d'avion. Quand je prends l'avion maintenant, je regarde. Si c'est un Boeing, je cherche d'autres choses. Mais je pense qu'il y a un effet comme ça. Là. En voilà une mauvaise réputation pour leurs avions qui sont maintenus au sol, tous les appareils de ce modèle-là. Et c'est le patron de Boeing aujourd'hui qui a reconnu pour la première fois ce qu'il appelle la gravité de l'incident qui est survenu en début janvier et a répété qu'ils n'allaient pas envoyer un seul avion dans les airs tant que c'était pas 100% rétabli dans ce dossier-là. Et c'est une enquête maintenant par le régulateur aérien qui est ouverte sur le contrôle de la qualité, surtout au sein de Boeing, parce qu'il y a des problèmes de production qui ont été, semble-t-il, identifiés depuis plusieurs mois, voire années, des raccords sur le fuselage qui étaient problématiques, des problèmes sur la cloison étanche arrière, les fameux boulons desserrés également qui auraient pu être observés sur ces portes-là, ce qu'on appelle des portes-bouchons. Vous comprendrez que c'est pas des vraies portes faites pour sortir, mais c'est plutôt placé comme ça quand il y a d'autres sorties d'urgence pour boucher. Bref,
pas un très bon bouchon, si tu veux mon avis là-dessus. Il y aura des suites de cette enquête-là. Puis en attendant, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font comme toi, Isabelle, puis qui décident de ne plus prendre des Boeing 737 MAX. Et ça fait 24 minutes! Et comme dit Mario Dumont, mission accomplie!